Sur plein d'activités sportives qu'il va nous dévoiler dans un tout petit moment. Bonjour Hakim. Bonjour Amel, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu? Ça va. Super. Super, comme un dimanche matin. En force. Comme un dimanche matin, voilà. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, on aura aussi l'occasion de recevoir aussi Samira Hadjamar dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle va nous emmener au cœur de la Tacor, dans la Tefedes, dans le Tefedes. Elle va nous faire découvrir un des plus beaux couchers de soleil. Eh bien oui, c'est vrai, c'est le plus beau coucher de soleil au monde dans cette région. Nous aurons également Flab Nour. Elle nous donnera les nouvelles donc, de notre communauté établie à l'étranger et tout ce qui concerne notre communauté, l'actualité bien sûr qui les concerne. Nous aurons également Yazid Ait Mahidine dans sa rubrique So. Il sera là également pour nous donner son coup de cœur donc, de cette semaine et son actualité. Et puis on aura beaucoup d'invités, plusieurs invités, à savoir donc Madame Yasmina Sellem, qui n'est plus à présenter, elle qui a fait un livre sur le couscous, le tout dernier bien sûr en 2005. Elle revisite aussi tout l'art culinaire algérien et bien sûr elle est la représentante bien sûr donc de notre art culinaire. Elle va participer ce mois de novembre, du 25 au 31 novembre, à une compétition d'art culinaire et surtout sur les meilleurs livres qui ont été édités ces 30 dernières années. Ça s'appelle, c'est le 30e anniversaire également des Gourmand World Cookbook Awards. C'est cela. C'est une compétition et elle a été sélectionnée à travers donc ces deux ouvrages. Elle viendra nous en parler tout à l'heure. Et puis, on va faire un gros plan aussi sur un métier donc qui n'est pas aussi anodin, c'est le métier de chirurgien. Mais quand on dit chirurgien, on parle aussi aujourd'hui, ces dernières années, de chirurgie robotique. Eh bien, sur notre plateau, il y aura donc ce chirurgien qui exerce depuis déjà quelques années à travers des robots. Eh bien, son geste est bien précis et vous allez voir tout ce qui concerne la chirurgie robotique. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. On n'oublie pas une artisane qui a participé au Salon international de l'artisanat. Elle viendra nous présenter son savoir-faire à travers la broderie traditionnelle. Elle viendra nous parler donc de cette reconversion parce qu'elle aussi était dans l'économie. Elle a fait une reconversion parce que ça a été toujours une partie en elle cachée qu'elle va nous faire découvrir tout à l'heure. Voilà. C'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. On commence tout de suite avec de la musique. On vous invite à apprécier cette voix de Men Al Gharbi. On se retrouve juste après avec Hakim Kitchout. Le cœur en silence, le soleil et le vent, de ces couleurs qui s'élancent, le ciel se levant. Mais ton ciel est si dense de tes larmes brûlantes, ô terre de mon enfance, ton rêve me tourmente. Des cris d'espérance qui fusent de tes rues, jeunesse en errance, tant de rêves déchus. Des cris d'espérance qui fusent de tes rues, jeunesse en errance, tant de rêves perdus. Ma mémoire et mon présent sur la terre de mes ancêtres n'ont-ils pas versé de leur sang pour que liberté puisse naître? Balayé par les vents, tant d'orages, tant de tempêtes, mais n'est-ce pas là le tournant que l'histoire va connaître? De tes cendres, de ton sang, tu vas devoir bientôt naître. De tes sables mouvants, il faut que tu te dépêtres. De tes cendres, de ton sang, tu vas devoir bientôt renaître. De tes sables mouvants, il faut que tu te dépêtres. Da 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 da
ta liberté est venue. Voilà, une très belle voix, tout doucement ce matin. J'espère que vous êtes en face de votre téléviseur, que vous nous suivez. En tout cas, pour les sportifs, vous allez suivre l'actualité avec Hakim Keshout dans un tout petit moment juste après cela. Le jingle. Alors, on va parler donc cette fois-ci d'une compétition un peu particulière. Et surtout, je ne savais pas qu'il y avait donc les Jeux Olympiques des sourds. Et si. Oui, Eh oui. on connaît les Paralympiques. Oui, on mais connaît les Olympiques, les Paralympiques. Oui, oui. Et ben, il y a la compétition est consacrée aux sourds. Donc ça se passe à Tokyo. C'est une édition assez particulière pour les Algériens qui espèrent donc faire mieux que la précédente édition. Pour cette fois-ci, la Fédération algérienne des sourds a engagé donc 15 athlètes dans 3 disciplines, à savoir le judo, le karaté et l'athlétisme, dans 4 dames qui vont représenter la jante féminine dans ce sport assez particulier pour cette frange donc de la société qui sont les sourds et muets, puisque généralement c'est des sourds et muets en même temps. Donc cette compétition où l'Algérie espère faire mieux que lors des précédentes éditions. Je disais, l'Algérie sera présente avec 5 athlètes en judo, également 2 athlètes en athlétisme, ce sont des garçons, donc 5 athlètes en judo, donc 3 garçons et 2 filles. Et puis en karaté, c'est là où le plus grand nombre, il y a 8 athlètes au total, donc 6 garçons et 2 filles qui vont représenter l'Algérie. La cérémonie d'ouverture a eu lieu avant-hier. L'entrée en lice des Algériens, ce sera dès ce 16, donc dès ce dimanche, avec l'entrée en lice des judokas algériens cet après-midi, donc la participation algérienne. On va écouter le président donc, de la Fédération sportive ou algérienne des sourds qui revient sur la participation algérienne et sur cette cérémonie d'ouverture. Nous sommes à Tokyo pour participer aux Jeux Olympiques. Donc demain c'est la rentrée de nos judokas. Donc on a 3 athlètes, une fille, 2 athlètes qui vont rentrer en compétition demain. La deuxième journée, on va entamer encore avec 2 athlètes, une fille et un garçon. Donc cette participation, nous souhaitons bien sûr confirmer notre récolte de l'ancienne édition 2022 au Brésil. On a eu 2 bronzes. Cette fois-ci, on va essayer de confirmer et pourquoi pas avoir une médaille d'or. Donc je souhaite la réussite à tous les athlètes pour cette compétition. On leur souhaite bonne chance, tout à fait. Eh oui, on leur souhaite bonne chance. Et il y aura donc à peu près 3081 athlètes dans 2014 hommes et 1067 dames représentant 81 pays issus des différents continents. Voilà pour cette compétition. Bravo à eux, parce que c'est vraiment du travail quand c'est une double formation. Eh ben oui, oui, et surtout quand c'est pour cette frange de la société, donc généralement les Paralympiques, les sourds, les muets, les aveugles, donc tout ce beau monde, ce sont des gens qui aiment pratiquer le sport et qui veulent montrer ce dont ils sont capables. Tout à fait. Voilà. Une pensée particulière à notre ami Mustafa Boufellah, qui lui en parlait et nous expliquait comment se faisaient les entraînements. Ancien président de fédération, voilà, et ancien président de ligue, pardon, des sports, de l'handisport. Tout à fait. Alors on va parler cette fois-ci, on reste avec les dames, puisque vous avez cité les dames. Il y a eu un super derby qui a eu lieu hier. Eh oui, encore une rencontre, l'AGS Kabylie, la 3e édition de la Super Coupe d'Algérie qui a opposé donc hier au stade du Shahid Mustafa Tchaker à Blida la formation de l'AGS Kabylie à la CF Akbou. 2 belles formations et un seul but inscrit à la 79e minute de jeu en faveur des Canaries. Signé Iwan Ougen, donc qui avait fait son entrée, un coaching gagnant pour Naïma Lawadi, la coach de cette formation kabyle.
et les filles qui réussissent donc, on va dire, un doublé hein, pour la GS Kabylie, puisqu'elles sont détentrices de la Coupe d'Algérie et elles viennent de décrocher la Super Coupe d'Algérie. Le CF Akbou, pour sa part, était sacré champion la saison dernière. Donc c'est une rencontre entre les détenteurs de la Coupe d'Algérie et le champion d'Algérie. Voilà, des très très jeunes filles avaient la présence du sélectionneur national Farid Benstiti, présent à cette rencontre, ainsi que plusieurs personnalités de la wilaya de Blida, mais également du ministère et de la fédération algérienne. Félicitations à ces filles. C'était dur, hein, une compétition très serrée, parce que la dernière fois, c'était donc Akbou qui avait gagné, c'est cela? C'était en championnat. Akbou, il y a quelques... Il y a toujours une revanche. Hein, il y a toujours une revanche. Il y a quelques semaines, Akbou, en championnat, s'était imposé sur le score de 5-1 face à la GS Kabylie. Lors de la Coupe d'Algérie, c'était la GS Kabylie qui avait remporté donc, le trophée de Coupe d'Algérie. Et là, rebelote, c'est encore la GS Kabylie qui remporte ce trophée de Supercoupe, 3e édition. Voilà. Bravo, en tout cas pour l'équipe donc de la JSK. Eh bien, on continue avec le football, cette fois-ci avec notre équipe nationale, alors qui est déjà en Arabie Saoudite. Voilà, qui a déjà pris part à un match d'entraînement, d'application, de préparation. 2 matchs étaient au programme. L'Algérie s'était imposée lors de la première rencontre, c'était face au Zimbabwe, sur le score de 3-1, une équipe totalement remaniée par le sélectionneur national Vladimir Petkovic, des joueurs qui n'ont pratiquement, en gros, jamais joué ensemble. 3 buts inscrits en première période par les capés de Vladimir Petkovic. C'était tout d'abord Bardet Bounedjah qui avait ouvert la marque à la 14e minute de jeu. Par la suite, c'est encore le petit lutin, donc Mohamed Amin Amoura, le joueur de Wolfsburg, qui, lui, va inscrire le second but pour l'équipe nationale algérienne sur une très belle phase de jeu hein, donc de l'équipe algérienne. En première mi-temps, ils étaient mieux en place, hein, les Algériens, dans cette rencontre face à l'équipe du Zimbabwe. Et là, le gros travail individuel de Mohamed Amin Amoura qui prend tout le monde de court et qui vient frapper puissance pour marquer le 2e but. Le 3e but, lui, est inscrit par l'arrière défenseur. C'était Hadjem qui va inscrire le 3e but à la 45e minute plus 1. L'équipe du Zimbabwe, pour sa part, va réduire la marque en seconde mi-temps sur un penalty, une erreur défensive. Et voilà, donc là, on va voir le 3e but signé Hadjem sur une remise et la belle frappe, donc imparable pour le portier zimbabwéen. Victoire donc de l'Algérie face au Zimbabwe pour ce premier test, donc 3-1. Prochaine sortie des Verts, prochain gros match, ce sera ce mardi, le 18, et ce sera face à un gros calibre. Hein. C'est l'Arabie Saoudite, 3 fois championne d'Asie, une équipe mondialiste puisqu'ils sont qualifiés à la Coupe du Monde. Ce sera devant le public saoudien au stade de Jeddah. Ça sera en force. J'imagine que les Algériens vont y aller aussi. Hein, et oui, il y aura certainement. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont présents sur place. C'est ça. Autre équipe, donc c'est l'équipe A'. Oui, mais on reste avec l'équipe nationale puisque, bien sûr, c'est pour les éliminatoires aussi. Vous avez dit pour le classement, c'est important. Alors non, les victoires, c'est pour le classement. Bon, c'est vrai que ce sont des matchs amicaux, mais la victoire est très importante. Oui. Très importante, pourquoi? Pour le tirage au sort qui aura lieu. C'est le classement FIFA, c'est ce que vous me disiez? C'est pour le classement FIFA, donc il vaut mieux rester sur cette dynamique de victoire, gagner un maximum de matchs pour engranger un maximum de points, pour pouvoir se retrouver dans des chapeaux plus ou moins qui nous arrangent pour le tirage au sort qui aura lieu le 5 décembre hein, pour la Coupe du Monde, juste avant la Coupe d'Afrique des Nations qui, elle, débutera le 18 du mois de décembre. C'est bientôt. Et donc, c'est pour bientôt. Donc, mieux vaut donc aller en Coupe d'Afrique avec 2 victoires lors des matchs d'application, puisque ça va être pratiquement le dernier rendez-vous FIFA, fenêtre FIFA pour l'équipe nationale. Par la suite, on va rentrer directement dans la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera le 18 juin. Et on va attendre le 5 décembre pour connaître nos adversaires pour le prochain mondial de 2026 qui aura lieu au Canada, Mexique et aux États-Unis. Voilà, c'est une première hein, pour cette fois-ci. En tout cas, bonne chance à l'équipe nationale. On reste avec bien sûr les A+, de Majid Bouguerra. Les A', le football toujours, les A'. Qui, eux aussi, préparent la Coupe arabe qui débutera le 1er, donc du 1 au 18 décembre. Ce se passera à Qatar. L'Algérie est détentrice du trophée. Match d'application face à un ténor africain, c'est l'Égypte. Défaite des Algériens sur le score de 3-2 lors du premier match. Le deuxième match aura lieu ce lundi, toujours au Caire, face à cette même équipe d'Égypte. Un test pour Majid Bouguerra
qui prépare et qui fait tourner son équipe pour choisir les joueurs qu'il va emmener avec lui au Qatar, pour participer à cette édition FIFA de la Coupe arabe. Voilà, comme dit Krimo, 3-2, on n'a pas démérité. On n'a pas démérité. Pourtant, ce qui a fait un petit peu mal, c'est que l'Algérie a mené par 2 fois. Elle s'est faite remonter au score. Et c'est là où Majid Bouguerra devra revoir un petit peu les cartes et doit travailler, c'est sûr. Le fait est d'avoir mené par 2 reprises, 1-0, puis 1 but partout, 2 buts à 1, puis 2 buts partout. Et en fin de compte, on se fait surprendre par un 3-2 en toute fin de match. Voilà, et en tout cas, bonne chance à nos 2 équipes, les A et les A'. Et les A', voilà. On est derrière eux. Tout à fait. Eh bien, on va aller maintenant, cette fois-ci, vers le handball. Le handball avec l'équipe nationale qui prendra part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu du 21 au 31 janvier 2026. Ça se passera au Rwanda. L'équipe d'Algérie qu'on voit à l'image, donc drivée par le nouveau sélectionneur nommé récemment Salah Bouchekriou, ex-international, que tout le monde connaît. Beaucoup de travail à faire avec cette formation, beaucoup de jeunes et beaucoup de joueurs d'expérience qui ont été sélectionnés par Salah Bouchekriou, donc qui préparent ce grand rendez-vous, un rendez-vous qui, en cas de passage au carré final, permettrait à l'Algérie, si elle arrive à aller jusqu'au bout, au carré final, voire en demi-finale, puisque lors de la dernière édition, l'Algérie avait perdu face à un ténor, face à un détenteur du trophée. L'Égypte, qui, elle, avait gagné lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée en Égypte elle-même. Et donc, pour cette fois-ci, l'Algérie espère donc se classer parmi les meilleurs pour, pourquoi pas, prendre part à la prochaine Coupe du Monde de handball et pour que l'Algérie redore son blason continental et mondial. L'Algérie qui reste quand même sur une série de 5 Coupes d'Afrique des Nations, si on se rappelle. On a toujours eu de bonnes équipes de handball. Voilà, en handball, l'Algérie a quand même été, que ce soit les équipes féminines ou... Exactement, comme en football. Le handball reste parmi les sports les plus aimés en Algérie, les très suivis. Et malheureusement, le handball a régressé et on espère un retour en grande pompe de cette discipline sur le continent africain et de notre équipe nationale. Et on espère un très bon résultat pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va aller donc écouter l'entraîneur national, donc Salah Bouchekriou. Voilà, vous le voyez, ça c'est le groupe A où se trouve l'Algérie. Elle aura affronté le Nigeria, le Rwanda et la Zambia et la Zambie, bien sûr. Donc des équipes qui sont pratiquement à la portée de l'équipe nationale pour passer au 2e tour. C'est ce qu'a déclaré le sélectionneur national Salah Bouchekriou, qu'on va écouter dans quelques instants, lui, mais bien sûr il y a aussi le gardien de cette sélection nationale. On écoute un gardien qui est aussi fort. Ils sont forts. On a toujours eu aussi de très bons gardiens donc en équipe nationale. On écoute le sélectionneur national Salah Bouchekriou. La poule, elle est facile. Bon, à part le Nigeria qui a un niveau meilleur que celui de la Rwanda ou bien de la Zambie. L'essentiel, nous, on doit respecter les adversaires. Et parce que le premier tour, c'est vrai que c'est un peu facile. Le 2e tour, ça sera un peu le plus difficile. Je pense qu'on va se qualifier avec le Nigeria pour rencontrer l'Égypte et l'Angola. L'Égypte, c'est une équipe très connue, c'est une équipe pratiquement mondiale. L'Angola aussi, ils ont beaucoup progressé, ils viennent de battre le Cap-Vert. Ça veut dire que c'est une équipe à respecter. Essentiel, il faut bien se préparer à cette compétition. Je pense que pour l'équipe nationale, on a un groupe assez, je dirais, facile, si j'ose dire. On connaît le niveau de notre équipe. C'est le vice-champion d'Afrique de la dernière édition. J'espère qu'on pourra atteindre le carré final et pourquoi pas être en finale aussi cette année, Inch'Allah. Et voilà, on espère. Inch'Allah, bonne chance en tout cas. Surtout que l'Algérie est présente dans plusieurs grands événements sportifs. On a eu les Jeux Olympiques, on a eu les Jeux islamiques, il y a les Jeux Olympiques des sourds, il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il y a la Coupe arabe, il y aura la Championnat d'Afrique également de handball. L'Algérie est présente sportivement sur plusieurs volets. Et puis, le marathon.
Ouais. Et le marathon Et aussi. le marathon, voilà. Donc D'hier. l'Algérie, au-delà de tout ça, organise aussi des événements. Le premier semi-marathon d'Alger, un marathon international, voilà, donc qui a regroupé un nombre record de participants. On s'y attendait pas peut-être, le nombre d'inscrits, le nombre de participants à ce semi-marathon, un nombre fabuleux de personnes. Il y a eu des amateurs, il y a eu des professionnels, qui il y a sont eu venus. des invités aussi, des anciens. Voilà, il y a eu des anciens athlètes. qui étaient là. Il y a eu bien sûr Nordine Morsli qui était présent. Il y a eu Benida Merrah qui était présente. Tous les anciens champions étaient présents pour soutenir ces amoureux de la course. Du marathon. Voilà, le doyen Ami Ibrahim, si je ne me trompe pas. Donc Ami Ibrahim, le doyen des marathoniens algériens. Sarah Derba lui avait consacré tout un reportage. Exactement. Et puis donc, lors de ce marathon, on a fait des découvertes puisque on a vu une grande participation de la gente féminine. Donc c'est ce qui est important. Également, la participation d'un nombre important de non-professionnels qui sont venus tenter de courir, puisqu'il y avait deux courses. Oui, il y avait la course professionnelle de 15 km et les 10 km pour les amateurs. Donc tout le monde pouvait s'essayer. Il y en a qui ont marché, qui se sont promenés. C'était l'occasion de se retrouver, de papoter, de rigoler, de discuter, mais également de faire un peu de sport, puisque le sport, c'est la santé. Et ça, on le sait. Et c'est une manière de demander aux Algériens de pratiquer du sport. Maïssa Boulouahla était présente à ce grand rendez-vous, à ce semi-marathon. Elle nous a concocté ce petit sujet qui regroupe tout ce qui s'est passé lors de ce premier semi-marathon international d'Alger. Très bien, on y va. Pas moins de 6000 coureurs d'ici et d'ailleurs se sont donné rendez-vous dès les premières heures du matin à Bab el Oued, point de départ du semi-marathon international d'Alger. C'est un record, à peu près 6000 participants. Je suis contente d'être ici et très fière. Il y a l'élite mondiale, il y a l'élite nationale, il y a aussi la participation du citoyen. Notre devise a toujours été que le citoyen soit acteur et non spectateur. C'est la première fois que je fais un marathon officiel, donc j'ai choisi de faire ici à Alger. C'est très bien, l'organisation, la population algérienne, c'est très chaleureuse. Je viens d'Oran pour faire le semi-marathon d'Alger. Je souhaite que tous les participants prennent beaucoup de plaisir. Et du plaisir, les participants en ont pris lors de cette course, dominée par les Kenyans, aussi bien chez les dames que chez les messieurs. Je suis heureux d'être ici en Algérie pour participer à ce marathon et je suis encore plus heureux de l'avoir gagné. Je remercie l'Algérie pour ce semi-marathon auquel j'ai participé avec beaucoup de joie et c'est une fierté de l'avoir remporté haut la main. Les Algériens eux aussi n'ont pas démérité puisque Boutara Bilal a parcouru 10 km en 35 minutes. Il y avait un bel esprit de compétition, notamment avec la présence des étrangers. L'athlète algérienne Dihia Nasri a elle aussi franchi la ligne d'arrivée parmi les premiers. Je suis hyper comblée, je suis très contente. Il y a énormément de coureurs qui viennent un peu partout et on a besoin de ce genre d'événement pour réanimer Alger. L'épreuve a été scindée en deux parcours, un de 10 km destiné aux amateurs et un semi-marathon de 21 km pour les coureurs confirmés. Pas de quoi faire peur aux doyens de cette compétition. Je suis heureux et je dirais aux jeunes, venez faire du sport, participer. Une ambiance à la fois sportive et festive a marqué cette nouvelle édition qui a enregistré une importante participation féminine. Il y a une belle participation, que ce soit jeune, moins jeune ou même féminine. J'ai déjà fait deux demi-marathons. Et alors, j'aime bien voir surtout des femmes en train de courir. L'idée, c'est de ramener un peu de joie, de bonheur, de santé, du dépassement de soi. Deux champions olympiques étaient présents à cet événement pour un généreux moment de partage. C'était magnifique d'être aussi à la présence de M. le ministre Loueli. Ça prouve que l'État est toujours derrière le sport. Et le sport, c'est la paix. J'aimerais que pour la prochaine édition, le nombre des participants dépasse les 10 000 et que le départ soit donné de 58 wilayas. 10 000 participants pour la prochaine édition, un pari ambitieux pour cet événement sportif qui a rassemblé coureurs et spectateurs dans un moment de pure beauté, et ce jusqu'au point d'arrivée au niveau du siège de la wilaya d'Alger.
Voilà, ce rendez-vous, ça va devenir un rendez-vous incontournable, ce marathon d'Alger, marathon international. Hein. Exactement, donc c'est quand même très très intéressant puisque au-delà de l'aspect sportif, comme l'avait dit Maïssa, donc c'est découvrir Alger, découvrir les artères d'Alger. Il y a eu, si on vous rappelez, le trail d'Alger où les athlètes ont pu découvrir la wilaya, le métro d'Alger, le musée d'Alger. Donc c'est des parcours de découverte parce que le sport, généralement, il est allié au tourisme, il est allié à la découverte des régions, des endroits, des très beaux paysages algériens. Et donc ce genre de discipline, ce genre de sport permet également de découvrir les grandes artères d'Alger. Voilà. Et puis pourquoi pas. Au départ, c'était du Stade Farhani, Stade Farhani à Bab el-Oued, et l'arrivée, c'était au siège de la wilaya d'Alger. Voilà. Donc c'était un superbe beau parcours où les gens ont pu découvrir donc les ruelles d'Alger, Sahchouhada, donc etc. Et tout. Et profiter de la baie d'Alger. Voilà, ils ont préféré surtout de la baie d'Alger. Il faisait beau, il y avait un peu de vent, mais il y avait beaucoup de vent. Il n'y avait pas un peu, il y avait beaucoup de vent. Hier, on a eu du mal avec Sarah Derbel pour le. Voilà, pour le sonore. Donc, mais bon, mais c'était quand même assez sympathique. On termine juste avec une information. C'est les félicitations pour le champion paralympique algérien donc de paracanoë-kayak, Ibrahim Gendouz, qui lui a été honoré par le Comité international paralympique CIP. Donc cette récompense remise lors des Parasport Award 2025. Félicitations donc encore une fois à un athlète paralympique, donc eux qui ont toujours honoré l'emblème national, et surtout que c'est surtout africain aussi, voilà, c'est unique dans les annales du sport africain. Donc arrête de décrocher cette récompense, c'est à l'honneur de l'Algérie et au sport algérien en premier lieu, mais tout d'abord aux sportifs qui, comme je le dis, ont toujours honoré les couleurs nationales et ont toujours représenté l'Algérie dignement. Voilà, et surtout le saluer pour son parcours de 2024. C'est tout un parcours qui a été très bien réussi. En tout cas, bravo à Brahim Gendouz. Voilà, pour ce pagayeur pas comme les autres. Voilà, exactement. Félicitations pour tous nos sportifs en tout cas, et bonne chance à vous. Ce soir, on va vous retrouver bien sûr sur Canal Foot. Ouais, mais ce soir, ce sera que du foot. Voilà. Que du football. Il n'y aura pas les autres disciplines. À partir de 18h, donc en direct sur Canal Algérie, donc Canal Foot, avec toute l'équipe qui sera avec nous. Super, merci beaucoup Hakim. C'est moi. À la prochaine fois. À la prochaine, avec plaisir. Voilà, je vous invite tout de suite à apprécier un autre domaine, celui de l'artisanat, avec le Salon international de l'artisanat qui a pris fin hier. Je vous invite de revenir sur cette belle initiative et on se retrouve juste après. Plongé au cœur de l'âme algérienne et de ce trésor vivant, du 9 au 15 novembre 2025, le Palais de la Culture Moufdi Zakaria a ouvert ses portes à un événement d'une richesse inestimable, la 26e édition du Salon international de l'artisanat. Sous le thème « L'artisanat traditionnel algérien, héritage, authenticité et créativité artistique », ce salon se veut un espace de rencontre, d'échange et de transmission entre les générations d'artisans. Il sert également de levier pour la promotion économique et touristique, d'où la participation de 12 pays, la Palestine, la Syrie et la Mauritanie et d'autres. En tant qu'artisans palestiniens, on est réputé par la production de la koufia, du thym palestinien, de l'olivier et de la broderie. Et ce n'est qu'une partie de notre patrimoine. Notre but, c'est de transmettre la question palestinienne à travers le monde. Les artisans syriens sont connus par l'industrie orientale, tels que le tissage à la main, la mosaïque et l'incrustation de nacre sur bois. تنزيل أو تطعيم الصدف على الخشب مثل الشيء اللي عم تشوفوه حاليا. طبعا مثل ما شفتوا المعرض مقتصر على بعض الحرف، إن شاء الله بالسنوات القادمة راح تكون المشاركة أوسع بإذن رب العالمين. Ce salon se transforme en un carrefour magique où le passé rencontre le présent, où chaque poterie, chaque tapis et chaque bijou raconte une histoire millénaire. C'est Wiza Grim, artiste designer, orienté vers la broderie berbère.
notamment sur l'habit traditionnel et aussi sur l'habit quotidien. Donc on essaye d'apporter une touche moderne aussi, mais toujours avec de la broderie berbère. J'ai eu une grand-maman tisserand, j'ai eu mon autre grand-mère qui a fait de la poterie, et puis par la suite ma mère qui est modéliste, styliste. On va dire que c'est un peu grâce à elle, j'ai repris le flambeau de maman. Nous, quand on fait l'habit quotidien, on inclut la broderie, c'est pour un peu inciter justement cette nouvelle génération à porter notre habit. Ça peut être lourd de porter pour eux un habit traditionnel avec l'ancien modèle, mais là, en inculquant ce patrimoine-là sur l'habit quotidien, là, on incite justement cette jeunesse à s'intéresser à cet habit. Et je pense que ces derniers temps, quand même, il y a un engouement de la jeunesse. On le voit à travers les réseaux, beaucoup de jeunes qui participent à la promotion de notre culture à l'étranger. Une grande fête d'artisanat laissera derrière elle bien plus que le souvenir éphémère d'une manifestation. Elle aura été un vibrant témoignage de la vitalité d'un patrimoine qui, entre des mains expertes et des cœurs passionnés, continue de se transmettre et de s'inventer. J'ai déjà participé à plusieurs salons et le dernier était en Égypte. Notre exposition représente le bijou Chaoui. Ce salon est une opportunité de contact, d'échange, afin d'acquérir des expériences. Ce salon donc aura brillamment rempli sa mission, confirmant ainsi que l'artisanat n'est pas une simple réplique du passé, mais une richesse vivante. L'héritage, l'authenticité et la créativité, célébrés durant ces jours, ne s'éteignent pas avec la fin de la foire, mais sont désormais portés par chaque visiteur, chaque objet acquis et chaque inspiration, promis à des futures et riches éditions. De retour sur le plateau, nous allons parler donc de chirurgie et cette fois-ci avec notre invité, on va vous montrer que la chirurgie aussi a d'autres facettes, on va dire, dans le domaine donc, de la santé. Avec nous, le docteur Aïta Saïd Khalifa. Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullah. Zulflaoun, bonjour madame. Merci pour l'invitation. d'être venu sur notre plateau. Marhaba bik. Vous êtes donc chirurgien, vous avez 3 disciplines à votre doigté, si on peut dire comme ça. Vous êtes donc chirurgien dans la transplantation d'organes, c'est cela, chirurgien urologue et chirurgien robotique. Exactement, en fait, donc c'est dans la spécialité, donc il y a l'urologie, donc c'est l'urologie générale, on appelle ça tout ce qui concerne l'appareil urinaire. Et puis il y a la transplantation d'organes. Transplantation d'organes, ça veut dire greffe greffe rénale, donc cadavérique ou d'organes. Et moi j'ai un petit plus, c'est la transplantation pancréatique. Donc je suis spécialisé dans la transplantation pancréatique du donneur cadavérique vers le donneur vivant. Voilà, et vers le receveur vivant, pardon. Tout à fait, tout à fait. On pouvait en parler longuement des transplantations. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, et la chirurgie robotique, effectivement. La chirurgie robotique, c'est une chirurgie qui est faite par un chirurgien assisté par un robot. Voilà, c'est toute une autre spécialité, carrément. C'est une formation. Alors vous y exercez depuis les années 2011. Pardon. Le robot en fait a été développé en 2001 exactement par une firme américaine. Donc c'est le premier robot, on peut le citer, c'est le Da Vinci, donc c'est Intuitive Surgical. Ils ont le monopole, donc ils avaient le monopole jusqu'à 2020. 2021 et puis donc c'était en fait c'était la seule entreprise mondiale qui fabriquait le robot et donc maintenant depuis 5 ans maintenant il y a plusieurs firmes, plusieurs sociétés qui sont intéressées pour fabriquer différents types de robots. C'est comme les voitures, donc il y a différentes marques de robots et qui font l'affaire aussi. Alors le plus représenté c'est ce que vous avez cité, en fait, dans le monde. Oui, le plus représenté, c'est le Da Vinci. Le Da Vinci, c'est en fait la société Da Vinci, elle a une politique de développement dans le monde. Malheureusement, elle a laissé l'Afrique en dernière position. C'est-à-dire, en fait, elle a développé le robot en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie.
Nous sommes en Afrique les derniers malheureusement à avoir ce robot. Il n'y a que l'Afrique du Sud qui a ce robot depuis 2009 en Afrique du Sud. Mais l'Algérie depuis quelques années était en train de négocier avec eux pour avoir ce robot. Malheureusement on ne l'a pas en Algérie, mais il y a d'autres robots qui vont arriver Inch'Allah sur le marché algérien et qui font l'affaire aussi, comme le robot américain. Et surtout, ces robots qui vont arriver, ils font de la téléchirurgie. Donc il y a une différence avec le robot américain. Le robot américain, lui, il ne fait pas de téléchirurgie. Ça veut dire qu'il fait de la chirurgie, il fait de la téléexpertise. On peut vous aider à vous former, mais sans prendre la main. Par contre, les nouveaux robots qu'on a actuellement, surtout, je ne cite pas de nom, mais qui arrivent de Chine, ils font de la téléchirurgie. Ça veut dire demain, on peut opérer un patient d'Alger vers Constantine, d'Alger vers Tamnaraset, d'Alger vers Adral ou Tindouf. Vous voyez, l'Algérie, c'est un continent, Allah Ibarak. Et donc, grâce à ce robot, donc, on pourra former des chirurgiens à distance, voire mener des opérations à distance, et surtout de partager l'expertise de différents centres hospitalo-universitaires, voire des structures privées en Algérie. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire, avec bien sûr votre pays d'origine, puisque vous exercez à l'étranger. Et vous venez depuis 2025, vous venez assez souvent, pratiquement, tous les 3 mois, donc, tous les 2 mois, un mois et demi, tous les 2 mois, Inch'Allah. En fait, pour former donc, des jeunes chirurgiens. Moi, je défends la chirurgie mini-invasive. Donc, on disait dans le temps, un gros chirurgien, il faut des grosses cicatrices pour faire une grosse opération. Maintenant, le raisonnement a changé. Il faut des petites cicatrices pour faire une belle chirurgie, pour avoir des suites opératoires simples et surtout, le patient récupère facilement. Voilà. Il faut penser à la douleur post-opératoire. Parmi les avantages justement de cette chirurgie robotique. La chirurgie robotique, en fait, elle tient ses objectifs. C'est parmi les objectifs de la chirurgie robotique, c'est la chirurgie mini-invasive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas obligé de faire des grosses ouvertures pour faire des grosses opérations. On peut faire des belles choses avec des petites ouvertures. Qui dit grosse ouverture, donc plus de temps, aussi une cicatrice, avec aussi, bien entendu, une récupération longue également. C'est ça les inconvénients donc, de cette chirurgie invasive. Malheureusement, la chirurgie invasive, moi je dis toujours, il ne faut pas non plus partir vers défendre la chirurgie mini-invasive par rapport à la voie ouverte qu'on appelle la laparotomie. Si on maîtrise bien la laparotomie, il vaut mieux faire une belle chirurgie ouverte que faire une mauvaise chirurgie avec des nouvelles techniques qu'on ne maîtrise pas. Donc il y a d'excellents chirurgiens en Algérie, que je félicite d'ailleurs, et qui maîtrisent cette voie ouverte, mais qui font très très bien les choses. Dans ces cas-là, il faut juste accompagner ces chirurgiens à améliorer cette technique et ramener cette nouvelle technologie pour éviter, on va dire, des complications après. Très important. Très important. Mais pour cette chirurgie, justement, il faut une formation. Alors, la formation doit être obligatoire et, bien entendu, assistée avec, bien sûr, des équipes et il faut pratiquer aussi. Oui, en fait, en chirurgie, donc nous, on compare la chirurgie comme un pilotage d'avion. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on a une console et cette console, à travers cette console, donc la chirurgie robotique, c'est quoi? C'est la cystoscopie. Oui. À travers cette console, on va piloter le robot qui est situé. Il y a plusieurs bras. Il y a plusieurs bras. Il a 4 bras le robot exactement. Et donc ces bras-là sont pilotés par le chirurgien qui est assis à côté du robot ou à des milliers de kilomètres du robot, si on fait de la téléchirurgie. Ces bras-là vont reproduire en temps réel le geste du chirurgien. Sachant que l'avantage de cette chirurgie, c'est l'exactitude, ça veut dire en fait on travaille la précision, ça veut dire c'est très précis comme geste. Surtout on peut travailler dans un espace qui est très petit par rapport, on peut intervenir dans un petit espace dans le corps qui fait 2-3 cm et où la voie ouverte est très difficile d'accès. Et nous, dans le cas de ma spécialité, l'urologie, il y a la prostate. La prostate est située dans le pubis. C'est un endroit qui est très serré, très fermé et très difficile à disséquer par voie ouverte. Et grâce à cette chirurgie robotique, ça nous permet de préserver les nerfs de l'érection, le sphincter urinaire et surtout bien retirer le cancer sans endommager le pelvis. C'est ça. Et donc il y a d'autres spécialités. C'est vrai que la main du chirurgien est vraiment précise aussi, mais pas aussi précise peut-être que le robot en lui-même. Oui, le robot en fait c'est plus précis que la main du chirurgien parce que la vision est en 3 dimensions. C'est ça. Et surtout, elle est en 3D, elle est précise, c'est une vision zoomée. Et l'autre chose, c'est que quand le chirurgien, il y a des endroits très, très difficiles d'accès. Et quand le chirurgien fait un geste, surtout les gestes en fait, qu'on voit, nous, par exemple, par la cystoscopie standard, c'est des gestes en 2 dimensions. Le robot, lui, on voit les gestes en 3D. Donc, le fait de voir les structures en 3 dimensions, on arrive à les disséquer, à faciliter la chirurgie. Voilà, et éviter aussi les erreurs.
Voilà. Oui. Les erreurs médicales, il y a des erreurs médicales parce que tout le monde a peur des erreurs médicales. Oui, c'est vrai, il y a des erreurs dans la médecine, il y a l'aléa thérapeutique, il y a des complications qui peuvent arriver sur n'importe quelle chirurgie. Moi, je le dis toujours, un chirurgien qui vous dit qu'il n'a pas de complications, c'est un chirurgien qui n'opère pas. Donc, je suis désolé, mais il ne faut pas non plus avoir... Chaque geste est différent, chaque geste est différent, mais il faut toujours, le but du chirurgien, c'est de dire, il faut toujours éviter la complication et de faire de l'excellence. Et avec la chirurgie robotique, c'est la chirurgie de l'excellence. Voilà. Et c'est la chirurgie de l'avenir. Tout à fait. Et chaque patient est différent. Hein. Donc, Exactement. un cas est différent. On ne peut pas dire on opère de la même façon ou tel cas est pareil, etc. C'est vraiment un jeu d'enfant. Non, chaque geste est précis. Et bien sûr, avec la chirurgie robotique, vous arrivez à avoir d'excellents résultats. Donc, un patient qui se rétablit rapidement, moins de cicatrices, comme vous le disiez tout à l'heure, et surtout, pas d'hémorragie, pas de sang, moins de sang, c'est ça? Exactement. En fait, la chirurgie robotique a des bénéfices à différents niveaux. Déjà, pour le patient. Le patient, lui, c'est la douleur post-opératoire, c'est plus important. Ça veut dire qu'il a pas mal en post-opératoire, la récupération rapide en post-opératoire, le séjour hospitalier, ça veut dire au lieu de rester 10 jours dans un hôpital, il reste 24 heures. Et les 9 jours qui restent vont servir à d'autres patients. Comme il y a des crises de lits dans les hôpitaux publics et dans les structures privées, donc ce lit-là va servir pour d'autres patients, pour d'autres spécialistes. Donc on fera des économies sur le séjour hospitalier. Voilà. Donc ça c'est pour le patient. Après pour la structure. La structure, quand on met un robot dans une structure, c'est une image de marque, c'est une image d'attractivité et les patients vont se diriger vers la structure privée ou publique pour se faire opérer parce que tout simplement c'est très bien qu'on produit des opérations d'excellence. Et puis pour le chirurgien, il faut savoir que la chirurgie est un métier pénible. Ça veut dire quoi? On a des problèmes d'arthrose à la fin de la carrière d'un chirurgien. On a des problèmes de dos. On a des problèmes de dos. On est fatigué. On a du mal des fois à dormir la nuit à cause des douleurs. Il faut savoir que le chirurgien aussi est médecin. Oui. Et surtout, par contre, lui aussi, il est patient. Donc, il faut penser à la société, au bien-être du chirurgien. Et grâce à la robotique, donc, on préserve le chirurgien. Donc le métier devient moins pénible et surtout la chirurgie est facilitée pour lui. Donc elle est facilitée, elle est aidée par de la technologie qui lui permet de faire d'excellents travail. Très bien. Et puis, si je peux me permettre, pour le pays aussi. Ça veut dire quoi? L'image du robot, quand un pays développe la robotique, il y a des images, ça veut dire ce pays-là, il est on va dire dans le top 1 des pays développés. C'est ça. Donc la chirurgie robotique ou la transplantation d'organes, c'est des images de marque dans les systèmes de santé mondiaux. Demain, si la chirurgie robotique ou la téléchirurgie se développe en Algérie, on dira alhamdoulilah, on est arrivé au top. Nous avons d'excellents médecins et justement, pour faciliter encore une fois, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'avantages dans cette chirurgie robotique pour encore une fois gagner du temps et aussi faciliter aux patients le rétablissement. Vous avez pratiqué plusieurs greffes rénales et là encore une fois, c'est un plus parce que l'ouverture est petite, le patient récupère, le donneur récupère beaucoup plus vite aussi et c'est la chirurgie mini-invasive dans la greffe rénale, la problématique actuelle, c'est qu'on a d'excellents chirurgiens en Algérie, on fait beaucoup de greffes rénales en Algérie, mais par voie ouverte. La voie ouverte, c'est quoi? C'est une ouverture qui va d'ici jusqu'ici de 20 cm, dans l'abdomen de 20 cm, qui permet de retirer le rein. À part que le donneur, lui, souvent, il est en très bon état général. Ça veut dire qu'il n'est pas malade, le donneur. Et comme il n'est pas malade, il ne faut pas qu'il subisse des conséquences de cette opération derrière. C'est quelqu'un qui travaille, qui a une vie de famille et qui doit récupérer rapidement. Et le raisonnement, c'est de dire, il faut qu'il donne son rein, mais qu'il n'y ait pas de complications derrière, il faut que tout derrière, il ne faut pas que ça pose un problème pour le donneur. Malheureusement, on le voit en Algérie, presque 90% des donneurs, c'est des femmes. Pourquoi c'est des femmes? Parce que les papas ont peur. Parce que le papa en Algérie travaille beaucoup. Parce que le papa en Algérie s'occupe de sa famille. Et si demain, il se met en arrêt de travail pendant 3 mois, il n'y a personne qui va gérer la famille. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, donc grâce à cette chirurgie robotique ou la chirurgie cilioscopique, demain, le papa va récupérer au bout d'une dizaine de jours, il pourra reprendre le travail rapidement et donc lui aussi, il peut participer
à la greffe, au don d'organes. Quand on connaît la cœlioscopie, c'est vrai que quelquefois c'est fait, on sort même dans la journée. Exactement, il y a des opérations en cœlioscopie, même la chirurgie robotique, c'est de l'ambulatoire, c'est une chirurgie d'ambulatoire, il arrive le matin, il part le soir, il rentre chez lui le soir. Tout à fait. Alors juste une question pour terminer, ça dure combien une formation d'un chirurgien robotique? En fait, la formation, c'est le plus important dans la chirurgie robotique, et en chirurgie bien sûr. On ne peut pas acheter des avions sans avoir une école de formation des pilotes. C'est très important. Donc, la chirurgie robotique, souvent, c'est des chirurgiens qui font la voie ouverte, et puis transitent par la voie cœlioscopique, et puis passent à la voie robotique. Donc, la formation actuellement dans le monde entier de la chirurgie robotique est assurée soit des instituts privés à but non lucratif, soit est assurée par les fabricants du robot eux-mêmes. Le problème des fabricants des robots eux-mêmes, par exemple la firme américaine, elle a assuré la formation de A à Z du chirurgien jusqu'à ce qu'il soit autonome. C'est mon cas moi, donc j'ai été accompagné pendant toute ma formation jusqu'à ce que je sois autonome sur la chirurgie robotique. Mais malheureusement, les nouvelles compagnies qui fabriquent le robot n'assurent pas complètement. Elles assurent une partie de la formation, mais pas complètement. Donc ces chirurgiens-là, ils doivent être accompagnés, voire créer une école, Inch'Allah, en Algérie. Donc on est en train de se battre pour créer une école de formation en Algérie pour les chirurgies innovatives et pour aider à former localement les chirurgiens à la chirurgie d'innovation. En tout cas, bon courage, parce que vous-même, vous faites des formations, justement. Vous assistez plusieurs chirurgiens dans certains hôpitaux d'Alger, d'ailleurs notamment à l'hôpital de Bab el-Oued. Vous y êtes souvent. Inch'Allah. Donc l'hôpital de Bab el-Oued, c'est un hôpital d'exemple de la chirurgie mini-invasive. C'est des collègues algériens excellents qui maîtrisent la voie ouverte. Ils sont en train de faire le transit vers la chirurgie mini-invasive pour la greffe rénale et les prélèvements de la greffe rénale. Inch'Allah, dans quelques mois, l'équipe sera autonome pour les prélèvements cœlioscopiques à Bab el-Oued. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. On a été ravis de vous avoir aussi ce matin. Bon courage et vous reviendrez nous parler bien sûr d'autres projets. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle Monsieur Aït Saïd Khalifa, vous êtes donc chirurgien robotique. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Voilà, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Nawal Bendjilali qui s'est intéressé à la campagne de lutte contre la grippe saisonnière. Regardez, on se retrouve juste après. Oui, Chaque année, avec l'arrivée de l'octobre, revient une préoccupation de santé publique majeure, la grippe saisonnière. Cette infection virale, souvent sous-estimée, peut entraîner des complications graves chez les personnes vulnérables. Face à cette menace annuelle, la vaccination se présente comme le rempart le plus efficace. La grippe, c'est une maladie contagieuse, saisonnière, qui arrive surtout au niveau de l'hiver. Voilà, on peut être atteint de cette maladie pendant la période hivernale. Voilà. Donc, il faut se vacciner pour ne pas, déjà, pour se protéger et pour se protéger déjà, pour ne pas avoir des signes de la grippe comme le rhume, avoir des maux de tête, une toux sèche, et pour ne pas être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, et on peut être, comment dire, c'est une maladie contagieuse. Ouais. La période d'incubation de ce virus est de 4 jours. Donc peut-être moi, je suis maintenant porteuse de ce virus en moi, mais je porte pas, les signes ne sont pas encore apparents, mais je peux quand même transmettre ce virus à vous, à une autre personne. Voilà, c'est un simple exemple. Donc, ils peuvent tomber malades, mais toujours de la forme légère. Il faut qu'ils se vaccinent. Le principe du vaccin antigrippal repose sur l'introduction dans l'organisme des virus inactivés, c'est-à-dire rendus inoffensifs. Leur présence permet au système immunitaire d'apprendre à reconnaître le virus et de produire des anticorps spécifiques. Ainsi, lorsque l'organisme rencontre le vrai virus grippal, il réagit rapidement et efficacement pour le neutraliser. J'appelle les gens, voilà, j'appelle les gens et j'incite presque tous les gens de se rapprocher des polycliniques et en même temps des pharmacies pour acheter ce vaccin.
voilà, c'est un geste simple. Il ne faut pas craindre la piqûre, ou c'est un geste rapide. En même temps, ils vont avoir juste quelques signes qui sont vraiment légers après l'injection. Des signes, c'est presque les mêmes signes qui ressemblent à la grippe. Certaines personnes bénéficient particulièrement de cette protection dans une période bien précise. C'est une obligation pour se vacciner au-delà de 65 ans. Voilà. Et même les gens qui ont des maladies chroniques comme le diabète, la tension, les maladies auto-immunes, et les enfants au-delà de 6 mois qui ont aussi des pathologies nécessitant un vaccin, comme les asthmatiques, quand il y a des maladies qui sont aussi héréditaires. Voilà. Ils ont besoin de se vacciner. À partir de ce mois-ci, il faut commencer à se vacciner. Et voilà, et le vaccin est disponible. Au niveau de chaque polyclinique, même les petits centres dispensaires, il est disponible. Même au niveau des pharmacies, pour les gens qui... Ici, on vaccine les gens qui ont des pathologies chroniques. Mais ailleurs, au niveau des pharmacies, ils peuvent l'acheter. Plusieurs maladies. Alors, je demande aux gens de faire ce vaccin antigrippal parce que c'est bien pour eux, pour les maladies chroniques. En définitive, la vaccination antigrippale dépasse largement le cadre de la simple protection individuelle. C'est un pilier essentiel de la santé publique qui permet de sauver des vies. Alors que le virus grippeux ne connaît pas les frontières, cette mesure préventive nous rappelle que la santé est une responsabilité à partager. Donc, faisons de ce geste simple un acte de solidarité envers les plus fragiles de notre société. De retour sur le plateau, nous allons donc recevoir une grande dame de l'art culinaire algérien. On a l'habitude de la recevoir. On n'a plus en tout cas de surprise pour elle, puisqu'elle parle d'art culinaire et de cuisine algérienne avec beaucoup de passion. Yasmina Sellem, bonjour. Bonjour Hélène, merci beaucoup de votre invitation. Selmek, on est ravis de vous recevoir. Merci, je suis contente d'être là. On dit bonjour à Samira, notre rubrique. Si vous voulez. Samira Hadjamar dans la rubrique patrimoine et patrimoine. Voilà. Aujourd'hui, elle va nous emmener dans le désert. Dans l'extrême désert, enfin le Tefedest, à Tamanrasset, un peu plus. D'accord. Au cœur de la D'accord. Voilà. Ouais. Et Madame Yasmina Sellem connaît bien les régions, puisqu'elle a beaucoup voyagé, puisqu'on le sait, elle a fait agronomie. Tout à fait. Et dans ces années, donc, dans le cursus agronomique, vous avez fait foresterie et tout pour à ça, fait. vous avez beaucoup voyagé. Tout à fait. Donc c'est grâce à l'INA que j'ai connu beaucoup de régions d'Algérie. Et c'est peut-être là, bon, j'ai toujours cuisiné, mais c'est à partir de cela que j'ai vu que la relation entre le milieu et l'alimentation de l'homme, c'est très lié. Oui. Et en tant que scientifique, vous défendez justement une alimentation saine qui va d'abord de la fourche à la fourchette. Complètement. De la fourche à la fourchette, ou même je dis de la terre à l'assiette. Voilà, de la terre à l'assiette. Voilà, parce que parfois il n'y a pas la fourche. Oui. Parfois c'est juste des plantes qu'on ramasse à la main dans son potager ou qu'on ramasse à la main dans la nature. Et alors on les ramène et on en fait des plats extraordinaires. Voilà. Et elle parlait du sud. Et là, demain, je reçois un groupe de personnes. Et vous savez quelle est la soupe que je leur offre? Le Aliwat Zelfawin. Elle vient d'une petite région du Tassili Zadjar, parce qu'il faut dire Tassili Zadjar et pas Nadjer. Il faut prononcer bien. Comme le dit Samira souvent, les Nadjer. Voilà. Les Tassili et les Nadjer. Et puis on ne dit pas Nadjer. Nadjer, c'est les Français qui l'appellent Nadjer. C'est Zadjar, il y a un Z. Zadjar. La langue amazir, donc des Touaregs. Et là, dans cette petite région qui s'appelle Mertoutek, c'est un petit. Eh bien, c'est exactement là où on va aller. Et donc demain, mes amis vont manger ça. Voilà. Et là, cette soupe qui s'appelle Aliwa Zelfawin, Aliwa veut dire bouilli. D'accord. Zelfawin veut dire
brûlée ou flambée. D'accord. Et comment c'est fait? C'est très simple. Là-bas, la nourriture est tout à fait frugale et simple. Seulement, quand en Flaïd, qu'est-ce que nous mangeons? Oui. Bouzellouf. Oui. Zellouf. Tizelfaoun. Ça veut dire flambé. Bouzellouf, zelfou. Ou had la soupe, c'est quoi? C'est de l'eau, de l'huile, enfin des ingrédients très simples. Seulement, on met du fric, mais le fric très fin, qu'on appelle zembo. Dans le sud, on l'appelle zembo. Et donc, c'est une poudre, la poudre de fric, elle est verte. Et donc, ça vous donne une bouillie verte. Et le parfum nécessaire, c'est la Matricaria pubescens, qui est une plante du sud, qui fait partie de la famille des Astéracées. Et donc, et au sud, on l'appelle Galtofa. Voilà. Galtofa. Et dans les montagnes du Tassili, on l'appelle Aïsnis. Très bien. Aïsnis, c'est avec ça qu'on parfume cette soupe. Voilà, vos convives vont manger ce bon plat typiquement algérien, donc du sud algérien. Et ça pour dire que Madame Yasmina Selem revisite et s'intéresse à l'histoire de notre art culinaire. Et c'est pour cela que vous allez participer avec vos 2 ouvrages à, bien sûr, ce concours international qui va se dérouler en Arabie Saoudite du 25 au 31 donc novembre. Bientôt. Vous êtes en train de vous échauffer, c'est oui. Et moi, j'aime pas l'avion, mais en tout cas, vos 2 ouvrages ont été primés, sélectionnés pour cela. Alors, ce sont donc Mémoires culinaires de l'Algérie, histoire de recettes, c'est ça, aux éditions ANEP. Et le deuxième, le plus récent, dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, le Couscous, racines et couleurs d'Algérie. Là, encore une fois, ce sont 2 beaux ouvrages où vous parlez, bien sûr, de notre cuisine algérienne, avec ses traditions, avec ses origines, avec son histoire. Tout à fait. Voilà. Donc, les 2 livres, comme ils ont été primés, parce que ce concours, qui est un concours prestigieux, nous ne le connaissons pas beaucoup en Algérie, mais c'est un grand concours international, les Gourmand World Cookbook. Qui récompense les meilleurs livres qui ont été édités les 30 dernières années. Non, chaque année. Chaque année. Il le fait chaque année. Seulement, cette année, c'est l'anniversaire de sa création. Donc, ce concours, ça fait 30 ans. Vous l'avez eu en 2023 en Suède? En 2023, mon livre a eu le premier prix. En Suède? En Suède. Il a eu aussi un 2e prix, un 3e prix dans des catégories différentes. Et en 2025, j'ai eu le premier prix pour le couscous racines et couleurs d'Algérie au Portugal. Donc le même concours, le même... Bon, on espère la même chose pour l'Arabie Saoudite. Mais là, je ne sais pas, moi je l'espère, mais les gens vont me dire, oh, elle est imbue de sa personne et de ce qu'elle a écrit. Mais vous avez le droit. Ils ont ramassé les premiers prix de chaque année. Et ils vont faire le best of the best. D'accord. Donc le meilleur des meilleurs. Et les 2 livres sont candidats, et j'espère revenir chez vous pour vous annoncer que je l'ai. Pourquoi pas? Alors le concours, c'est le 30e anniversaire du Gourmand World, c'est ça? Gourmand World Cookbook Awards, c'est ça. Et ça va se dérouler donc en Arabie Saoudite. Très bien. À Riyad. À Riyad, oui. Voilà. Donc on va y aller. Et puis vous allez connaître aussi d'autres chefs, donc d'autres passionnés de cuisine aussi qui vont éditer. Chaque année, chaque fois que j'ai été, j'écris pas chaque année un livre. Oui, on peut pas. Bien sûr, c'est très difficile, il y a des recherches. Exactement. Donc en 2023 j'ai été, 2024 j'ai pas été, mais mon livre, le second, est sorti. Et 2025 j'ai été, et là j'ai connu. Et j'ai vu des cuisines, et j'ai vu comment les gens sont fiers de leur cuisine. Mais vous êtes fiers justement de la cuisine algérienne. Et là, je représentais la fierté algérienne de notre cuisine. Et puis, j'ai voulu montrer que la culture, c'est pas quelque chose qui sépare les hommes sur Terre. C'est au contraire quelque chose qui les rassemble. Parce que dans chaque terroir, de chaque pays, il y a la trace d'un autre terroir. Tout à fait. Donc, il ne faut jamais dire « j'ai créé, j'ai fait, je suis le meilleur ». Il faut toujours dire « voilà moi comment je fais la chose ». D'autres pays peuvent faire la même chose, mais avec leur façon et leur manière de faire. Donc, il ne faut jamais être dans la guerre, il faut toujours être dans la fédération, parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui fédère les hommes. Vous recevez quelqu'un, la première des choses, c'est que vous lui offrez un repas. Parfait. En tout cas, restez avec nous, vous allez suivre la rubrique de
de notre amie Semira. Elle va nous emmener dans la région que vous aimez bien aussi. Très bien. Dans un tout petit moment. C'est la rubrique donc de Semira Hadj Amar. Alors c'est vrai, bon, il y a des plantes, c'est vrai, qui nous rassemblent, celles qui sont bien sûr endémiques dans la région du sud, n'est-ce pas? Bien sûr, dans la région du Tefedest. Oui. Tefedest, voilà, le massif rocheux de Tefedest. Pourquoi j'ai choisi cette thématique? Je l'ai choisi parce que le ministère de la Culture, le CNRPH et le ministère de la Culture ont déposé aussi, l'ont inscrit, je veux dire, dans la liste, dans l'inventaire du patrimoine qui a été déposé en avril dernier à l'UNESCO. Oui. Donc, il a une valeur exceptionnelle. D'ailleurs, dès que c'est inscrit à l'UNESCO, c'est qu'il y a une valeur exceptionnelle. Oui, du patrimoine exceptionnel. On va voir les images passées, on va voir comment cet endroit. Moi, quand j'ai travaillé sur le montage de ces images, je suis restée scotchée. On reste scotché devant le paysage, devant la beauté. Regardez. Oui, c'est toute l'histoire du monde qui est inscrite sur les pics, les montagnes, les rochers, j'ai envie de dire de Tamanrasset, mais en fait de tout l'extrême sud algérien. Ce qu'on voit à l'image n'a pas changé depuis la création du monde. Il y a eu bien sûr des bouleversements, ils sont dus au climat, ils sont dus alors on parle de... C'est un champ volcanique, hein. Oui, oui. Donc il y a eu des volcans, ils sont nombreux, mais ils sont inactifs. On ne sait pas qu'un jour ils vont se réveiller, ça prendra des millions d'années. On ne sera sûrement pas là. Inch'Allah. Bon, de toute façon, ce n'est pas un problème, parce que la région est très peu peuplée, c'est pas une ville, c'est pas une cité, et j'espère que jamais elle ne sera peuplée. Voilà, autant en tout cas que les grandes villes. Donc on a, alors la Tefedest s'étend sur une superficie de 10 000 km. Sur ces 10 000 km, on est au cœur de l'Atakor. Hein. L'Atakor, c'est là où il y a la Skrem. Donc pour aller à la Tefedest, on passe par la Skrem, c'est la route en partant de Tam. La Skrem, c'est pas très loin, mais il n'y a pas de route en fait. Et j'espère qu'il n'y aura jamais de route. Parce que tout le but. Ça reste un tourisme intelligent, respectueux de l'environnement. Normalement, c'est 85 km si je ne me trompe pas, mais on les fait en 4 heures. Pourquoi? Parce que la route n'existe pas. On est obligé d'utiliser des 4x4. Il vaut mieux que ça reste comme ça. Pourquoi? Parce que si ça change, on aura perdu un patrimoine unique au monde. Alors, ce qu'on voit, c'est l'ouvrage d'inventaire qui a été fait par Slimane Hachi, donc le directeur du CNRPH, et le chercheur Michel Baraza. C'est un excellent livre qu'il faut absolument récupérer. Pourquoi? C'est un inventaire de tout ce qui est connu, hein, de toutes les gravures rupestres, des stations rupestres. Il faut dire qu'il y en a, alors dans le Tefedest, il y a 200 abris. Anciens, et il y a plus de 150 stations de gravure et de peinture rupestre, c'est différent, hein. Donc avec des milliers de représentations. Pourquoi? C'est quelque chose d'extraordinaire. 150, c'est juste ce qui est connu, hein. Ce sont les stations qui sont connues, qui ont été documentées et listées sur des cartes. Voilà, l'endroit est très difficile d'accès. C'est des vallées profondes, c'est des canyons. Il y a un film qui a été fait aussi, il faut le rappeler. C'est un film documentaire réalisé par un alpiniste, un Italien, qui s'appelle Mario Fontin. Ça s'est fait en 1965. Et donc ça dure, je crois, 64 minutes. D'ailleurs, il l'a appelé Hogar 64 minutes. Il a eu des prix. Et donc c'est un alpiniste. Donc ils sont allés, ils ont même escaladé, ils sont restés des mois sur le site. Ah oui, ce qui fait la particularité de la région. De la région, c'est le mont Belek, vous le connaissez, Madame Slem, c'est Gart el-Junoun. Voilà, il y a une montagne, alors le Tefedest, c'est un endroit où les gens font énormément de trekking. On y va pour marcher. On marche et je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire dans sa vie. L'altitude, Tam est surélevé et c'est toute la particularité de Tam. On est sur des températures, c'est le meilleur moment d'y aller. De maintenant jusqu'à mai, c'est clément, on va dire. On peut, un air sain. Que ce soit la nuit ou le jour. Hein. Il fait froid le soir. L'air est sain et le silence se fait. Pour les gens qui ont besoin de... Pas de pollution lumineuse, pas de pollution sonore. Il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a rien du tout. Là, les plantes que vous avez... Ah, voilà.
Peut-être que Madame Slem les connaît, vous les voyez? Je suis très myope, mais les deux ne suffisent pas. Bon, il y a des ficus, il y a des acacias, il y a beaucoup d'acacias, c'est connu. Ouais. On a l'impression qu'il n'y a pas d'eau, mais il y a de l'eau. Le Tam est transpercé de, je crois, 6 il pleut, il neige sur les pics de... On a vu des parterres de fleurs, hein, à certaines périodes. C'est un endroit qui n'existe nulle part ailleurs au monde. C'est un endroit qui peut apporter que du... C'est un endroit dangereux, bien sûr. Il ne faut pas s'aventurer seul sans guide. Hein. Non, sans guide, sans autorisation. C'est le parc de la Haggard. Donc, il faut une autorisation d'abord du parc. Et le mieux, c'est de partir minimum à 2 voitures et prendre de l'eau, beaucoup d'eau, et de la nourriture assez suffisante. On ne sait pas parce que... Tout à fait. Mais il y a des guides, hein, on peut pas... Il n'y a aucune raison. Quand on respecte tout ça, il n'y a aucune raison. Sinon, ce qu'on peut voir, c'est... Magnifique, en tout cas. Ce qu'on peut voir, c'est ce qui s'est déroulé, c'est-à-dire c'est toute l'histoire du monde, du néolithique, je veux dire, depuis l'ancien, hein, depuis comment est-ce que l'homme est passé de chasseur à... Et c'était des pasteurs, c'était des bergers en fait. C'était des gens qui n'aimaient pas la guerre, il n'y a pas de configuration donc rupestre où on voit des chats, mais on voit les animaux. J'ai fini, j'ai fini. Bon. On n'a plus beaucoup de temps malheureusement aujourd'hui, on se serait régalé encore, mais bon, allez, il y a encore beaucoup d'invités. Merci beaucoup, Samira. Il faut saluer le travail du CNRPH et en particulier pour le TFTS de M. Slimane Haji. Voilà, merci pour ces belles images, Samira, pour le montage et puis pour cette belle découverte. Madame Yasmina Slem, merci beaucoup. On vous dit plein de bonnes La prochaine fois, vous ramenez vos livres comme ça. Et je ramène mes livres aussi en dédicace. Voilà, et vous reviendrez avec le prix, Inch'Allah. Voilà, on vous le dira. D'accord. On est qu'à cœur avec courage. Et puis bon appétit à vos invités pour ce plat. Merci beaucoup. Restez avec nous. On va suivre tout de suite un reportage. On reste dans l'artisanat, le savoir-faire bien de chez nous, avec cette fois-ci une artisane qui a voulu justement profiter des bienfaits, ou surtout des produits naturels algériens, avec bien sûr en faire des produits cosmétiques. Comme chaque année, des artisans viennent de tout le pays, exposent leurs créations. Un secteur en particulier nous attire, la cosmétique naturelle. Des artisans transforment des matières premières comme du miel, des huiles naturelles en véritables soins beauté. Ils étaient nombreux cette année, des exposants spécialisés dans les produits de beauté et du bien-être, puisés dans la nature et les recettes ancestrales. On est une start-up, on travaille sur la valorisation du produit local algérien. La matière première est 100% algérienne. Les figues barbaries, l'argan. Il y a plein d'échanges en Algérie. L'argan, c'est à Mostaganem, à Tunis, à Tindouf, bien sûr. La production de l'argan est en force et beaucoup d'artisans et d'industriels à Tindouf spécialisés dans la cosmétique l'utilisent. Nous allons à un salon à Oman et en Italie. Nous allons certainement signer des partenariats. Des huiles essentielles, du savon, du shampoing, des crèmes et même des parfums. Le choix y est et la qualité aussi. Je fais l'élevage des escargots et je travaille sur une partie de faire des produits cosmétiques à base de la bave d'escargot. Avec ma sœur Khadija, elle est biochimiste, elle m'a équilibré les formules pour avoir un savon. Que ça soit beau au visuel, que ça soit bon pour notre peau et aussi bien pour la nature. Ma grand-mère, Allah yarhamha, Lalla Halima, comme on l'appelait, Allah yarhamha, la mère de mon père, Allah yarhamha kamel, elle faisait déjà la savonnerie traditionnelle dans sa région. Ils avaient un hammam thermal où ils fabriquaient saboun zahir. On focalise sur les produits algériens comme plantes médicinales, comme miel. Je suis une artisane de la wilaya de Annaba. Je fabrique des parfums, des brumes pour le linge, des diffuseurs d'arômes, ainsi que de l'encens au oud. J'aimerais voir mon pays toujours au sommet et que nos produits locaux brillent à l'international pour faire rayonner le drapeau de mon pays. Le Made in Algeria qui séduit de plus en plus. Il n'y a pas mieux que nos produits locaux. Pourquoi encourager les produits des autres pays? Nous avons une nature incroyable dans toutes les régions. Vraiment, il y a beaucoup de choix, il y a de tout, ça fait plaisir. Moi, franchement, j'adore. Je suis impressionné. Le produit est d'une qualité exceptionnelle. Il y a du savon, du shampoing, il y a de tout. Enfin, c'est une nouvelle expérience pour moi. Donc, on est là pour les encourager, pour essayer leurs produits et de les promouvoir éventuellement. Et c'est l'image de notre pays.
Un secteur en plein essor, porté par la créativité et la passion de ses artisans, la cosmétique naturelle algérienne s'impose, peu à peu, comme une nouvelle vitrine du savoir-faire national. Sur notre plateau, on les accueille comme chaque dimanche matin. Yazid, bonjour. Bonjour, ça va? Bien, très bien. On artisane avec nous, oui. J'allais commencer par les rubricards, mais on va commencer aussi par notre invitée, Madame Wiza Grim. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour artisane, et ça se voit avec cette belle tenue que vous portez. C'est bien beau gilet que vous portez. Marhaba bik. On accueille Fella comme chaque dimanche matin pour l'actualité de nos ressortissants établis à l'étranger. Marhaba bik. Il y a quelques informations aujourd'hui. Il y a quelques informations. Et vous le savez, hier, c'était la clôture du Salon international de l'artisanat et Madame Grim était présente. Alors, vous avez participé durant ces jours. Vous avez eu beaucoup de monde, n'est-ce pas? Beaucoup. On a eu une belle surprise quand même. Il y a eu un engouement de la population. On est vraiment ravis du déroulement du salon. Très bien. Alors, vous déjà? Non, j'ai pas eu ce privilège. En tout cas, d'habitude, je rate pas les salons d'artisanat. Cette fois-ci, j'ai raté. C'est pas loin de chez toi. Mais pas de prétexte. Bon, en tout cas, c'est une belle occasion pour réunir des artisans, des savoir-faire bien de chez nous. Et vous avez participé avec cette broderie qui est typique. Vous m'avez dit que vous l'aviez héritée de votre maman, votre grand-mère, des tantes. La broderie berbère, non, je ne l'ai pas héritée. J'ai hérité du savoir-faire manuel. Voilà, ma maman, elle est modéliste, styliste, que je salue. Ma grand-mère dans le tissage et une autre grand-mère dans la poterie. Donc j'ai baigné un peu dans ce milieu. Tout à fait. Et puis vous avez voulu justement un jour changer carrément. Vous avez fait une reconversion. On va dire intégrée. Avec une maman modéliste styliste, j'ai quand même appris à coudre avec elle, à dessiner, à m'imprégner de... C'était enfoui en vous. C'est inspiré de Azta. Azta aussi, oui. Pour d'Azta, les motifs de la poterie berbère notamment. Voilà, c'est ce qui m'a C'est une reconversion, c'est ce qu'il faut. C'est une reconversion, effectivement. J'étais dans les chiffres, économie, dans les finances, dans le management, dans les RH. J'étais généraliste RH dans une entreprise privée et j'ai abandonné. On va dire que j'ai viré de bord. Voilà. Avec la naissance de votre enfant? Avec la naissance de ma fille, de ma première. Mais la géométrie, elle y est. Hein? Oui, la géométrie y est, les chiffres. Vous avez su détecter la particularité de mes œuvres. Absolument. Tout à fait ça, c'est la géométrie. C'est des symboles qu'on peut déchiffrer. C'est des symboles qu'on peut déchiffrer pour la plupart, mais on est obligé d'agrémenter, d'ajouter, d'enjoliver et de charger un petit peu. C'est le langage codé des femmes en fait. C'est le langage codé, tout à fait. Et ce qui est beau, moi je suis en train de la voir et je vois qu'il y a les bijoux qui suivent. Il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup d'hommages aussi à tous ces artisans qui travaillent. Le patrimoine. Voilà. Tout sur notre patrimoine. Nous avons le patrimoine face à nous, il est là. Exactement. Avec la clé des coffres du Sud, avec les bijoux berbères, avec le tissage berbère. Alors, vous avez depuis que vous vous êtes lancé, c'était une petite entreprise entre vous et votre maman, et puis maintenant, ça y est, vous vous êtes un petit peu élargi. On s'élargit, on essaye d'aller vers l'international aussi, pour faire valoir un petit peu notre culture, notre patrimoine. Oui. Et lancer un petit peu vers le haut l'artisanat algérien, parce que ce que j'ai vu lors du salon international, c'est vraiment la qualité
des œuvres présentées par les artisans. On est en train de voir d'ailleurs des pépites. Hein. Des pépites. Oui, on a eu la chance d'avoir la visite de votre collègue qui a été émerveillée. Qui nous a mis en contact. Qui a vraiment insisté. Il y avait plusieurs collègues. Avec plaisir. Cette année, je pense, depuis un bon moment, la place à la labellisation pour que le produit algérien soit vraiment valorisé. Oui, mais labellisé à l'UNESCO et tout. Donc, il y aura toujours cette basma algérienne. Exact. Ces derniers temps, on est dessus. On est dans la labellisation du bijou, de la broderie, de la robe. C'est ça. C'est beaucoup d'heures de travail quand même parce que c'est fait avec calcul, c'est fait avec des choix de avec couleurs. Passion. Oui. Effectivement, là vous mettez vraiment le point sur les couleurs, c'est des palettes étudiées, il y a une harmonie dans les couleurs, le choix du tissu, on favorise la fibre naturelle, on essaye d'éviter un petit peu tout ce qui est synthétique, voilà, c'est tout cela. C'est modernisé aussi. C'est modernisé. C'est des tenues qu'on peut mettre pour aller au travail, pour des sorties, pour des occasions. Exact. À la base, c'était des tenues traditionnelles, mais on est sorti de ce volet-là. On est allé aussi vers. D'ailleurs, j'en ai repéré 2 ou 3 pour moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on connaît le tissage de Tougourt, qui ressemble aussi à ce tissage berbère. C'est des techniques différentes, c'est des matières différentes. C'est des langages différents aussi. Langages différents, techniques différentes, matériels différents. Le Tougourt, c'est plus de la laine, et nous, c'est du fil. C'est plus minutieux quand même. C'est plus fin. C'est plus fin, c'est plus minutieux, voilà. Et vous avez donc exposé, les gens sont venus vers vous? Oui, comme je vous l'ai dit, il y a eu un engouement. J'étais vraiment ravie de constater qu'il y avait un intérêt vraiment sincère de la population. Alors vous faites de la broderie sur des tissages assez épais ou aussi carrément sur des robes, sur des soies, sur des voiles, sur des cotons. Et comme je vous l'ai dit, je favorise la fibre naturelle. Voilà. Et puis on est en train de voir d'ailleurs, ces robes sont magnifiques également. C'est la marque Art et Tradition, il ne faut pas que j'oublie de le souligner. Donc la marque c'est Art et Tradition. Une exposition personnelle bientôt ou un défilé personnel? Il y a un travail qui est en train de mûrir et j'espère vous en parler bientôt. Très bien. Voilà. En tout cas, on a été ravis de faire votre connaissance. Bien ce matin, on aura l'occasion de venir vous voir peut-être prochainement. Hier, la clôture. Oui, la clôture. C'était hier. Ouais. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va continuer le débat dans un moment. Avec plaisir. On va donner la parole à Yazid qui va nous parler donc de ce qui l'a marqué cette semaine. Moi, je vais être très très speed. Donc pour dire que le Festival international du théâtre d'Adrar, donc il va ouvrir ses portes du 12 au 7 du 1er au 7 décembre, donc the International Cultural Festival of Desert in Theater in Adrar, donc ça va se faire. Oui, parce qu'il y aura beaucoup d'invités de tous les pays du monde et la Palestine sera à l'honneur. C'est théâtre is resistance. Le théâtre, c'est une résistance. Donc, il y a beaucoup d'experts dans le domaine du théâtre, des dramaturges, M. Chéniri qui est connu, donc c'est l'un des meilleurs spécialistes du théâtre qui sera parmi nous, donc par rapport à ce festival international du théâtre à Adrar. Donc, à partir du 1er au 7 décembre, dans moins d'un mois. Donc, voilà, le sud algérien devient une destination privilégiée de la culture. Tout à fait, avec le festival du court-métrage à Timimoun. Voilà. Et puis, nous allons parler de c'est le chardonneret. Voilà, c'est donc, il y aura le championnat national dédié au chardonneret, comme chaque année, donc le 21 et le 22 novembre. Donc voilà. Je sais pas si vous savez où cette espèce est concentrée. Bien sûr, sur les champs de chardonneret, de chardon. Où ça? Je sais Quelle ville? On connaît. C'est juste à côté. Qadous, c'est juste à côté, pas loin de la cité Malki. C'est une espèce en... Quand on dit le Mqnin Ta'al Qadous, c'est le meilleur. D'ailleurs, on va juste écouter juste un petit peu. Oui, on va écouter. On va écouter, ouais. En tout cas, vous le faites bien. Yazid, tu on a été biberonnés dans ça. Notre ouïe a été charmé par ce chant. Oui. Ah oui, il y avait notre collègue
Lilia Ben Nasser, elle avait un chardonneret qui partait, apprivoisé, qui revenait. Ouais. Il était libre. C'était, parti, il revenait. Papa l'avait apprivoisé. Il y a une placette à Sougaras où on vend que oui, mais là, en fait, je voulais juste expliquer que les gens font, il n'y a pas le, enfin, au contraire, le braconnage est interdit. Donc c'est des amateurs. Voilà. Allez, on l'écoute. Voilà le chardonneret, donc de l'Qadous. Ça détend tout de suite, ça détend. C'est magnifique. Et oui, et le braconnage est interdit, l'élevage, bien sûr, est permis, mais la vente, je crois que c'est permis aussi. Je pense qu'ils font tout pour qu'ils favorisent cette culture d'écouter, de l'écoute et de protéger cette espèce en voie de disparition qui est le chardonneret. Ouais. Nous restons sur l'Arche de Noé, puisqu'il y a également hier une bonne nouvelle, puisque le ministère de l'Agriculture a interdit l'abattage sauvage des chiens et des chats, des chiens. Donc vraiment, c'est une bonne nouvelle. L'association des amis des animaux se sont battus, ils ont obtenu ça avec le ministère de l'Agriculture. Oui, absolument. Et puis, donc, il y aura une stérilisation de ces... Donc, tout sera en coordination avec le service du ministère de l'Agriculture pour arrêter cet abattage sauvage et pour qu'il y ait cette culture Enfin, bien sûr, fini le galoufa, c'est fini le galoufa. Oui, fini le galoufa. Donc, ce qui voilà, c'est une belle image que vous avez apportée. Voilà, voilà, tant mieux, c'est une réussite. Et puis, j'ai une petite nostalgie par rapport au dessin animé à Michel Boun. Ça nous rappelle un peu ces histoires de ce petit chien qui cherchait sa mère. C'est ça le décret. C'est le décret donc, du ministère de l'Agriculture qui a interdit d'une manière claire l'abattage sauvage des animaux, et puis qu'il y ait une culture donc d'aimer l'animal, et c'est ça. Se sont fait de nouveaux amis, le ministère de l'Agriculture, avec cette nouvelle. Oui, Rifq bil Hayawan, c'est une qualité, voilà. Donc on peut juste écouter un petit truc, sinon on passera carrément à l'Algérie, donc... par rapport au tourisme, donc elle sera parmi les destinations des voyageurs en 2026, puisque la célèbre revue Voyage Condé Nast Traveler a mis à jour la liste annuelle des meilleures destinations à visiter. L'Algérie fait son entrée dans cette liste donc, du célèbre magazine Voyage Condé Nast Traveler. Voilà. Et pour terminer, la petite nostalgie pour rendre hommage à un grand chanteur algérien qui nous a quittés en 1969, c'est Zarrouqi Allawa, Allah yarhamou, qui était aussi un gros moudjahid et qui a pratiquement vendu ses terres pour soutenir le combat libérateur. Et c'est lui qui a chanté donc la révolution algérienne, il a chanté le moudjahid Ami Rouge. Et puis il est décédé le 19 novembre 1969. Allah yarhamou, nous allons juste écouter ce petit bouel, ce petit ashwir de Zarrouqi Allawa. C'était un bel homme. Magnifique. Magnifique. Très belle voix. Banjo, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisqu'aussi, on retrouve un peu donc, la trace de son engagement dans la musique andalouse avec Cheikh Saad Bdiaoui. Et puis, il y a aussi des influences du musical, des influences aussi du grand compositeur Iger Bouchen. Iger Bouchen aussi. Maintenant, Fella, il y a une actualité aussi très riche pour notre communauté établie à l'étranger. C'est à toi, Fella. Voilà, absolument. Donc, bonjour à tous. Deux très bonnes nouvelles. D'abord, l'ouverture du consulat notre consulat à San Francisco. Enfin, il a ouvert déjà il y a quelques semaines, mais l'ouverture officielle s'est faite ce week-end. Oui. Et donc, c'est un consulat, voilà, on voit les images. C'est un consulat qui va couvrir l'Oregon, Washington, la Californie, le Nevada et le Nevada. Ouais.
Donc, c'était en présence de notre consul Farouk Ramash. Donc, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Donc, ça réjouit on parle d'éloignement, hein. notre communauté dans ce coin du globe. Une autre très bonne nouvelle, enfin, on a la banque algérienne à l'étranger, et ça va être la BEA, à Paris, donc dans 2 régions, à Saint-Denis et à Courcelles, et une 3e agence qui va ouvrir à Marseille le 20 novembre. Ça sera le 20 novembre prochain, ça veut dire dans 2-3 jours. Très bien. Enfin, il y a une banque, donc on parle de ponts financiers. Donc tout ça, c'est pour aussi faciliter un petit peu les transactions pour la communauté. De toute façon, on attendait ça depuis très longtemps. On va à Rome, et à Rome, il y a eu une rencontre très intéressante, voire importante, autour de Saint-Augustin. Et la rencontre a été organisée par une association arabe de l'amitié arabo-italienne. Dont on a célébré la naissance le 13 novembre. Absolument. D'ailleurs, tu as bien fait de me le rappeler, merci Yazid. C'était à l'occasion justement de la naissance de Saint-Augustin, de l'anniversaire de Sidi Augustin, oui. Voilà. Et c'est en collaboration bien sûr avec notre ambassade à Rome et son Excellence, l'ambassadeur Mohamed Khalifi, qui fait un travail extraordinaire dans ce sens pour l'ouverture, pour faire connaître aussi notre patrimoine, notre histoire, et beaucoup de choses ont été faites depuis. Donc la rencontre s'appelle Saint-Augustin unit l'Italie et l'Algérie, 2 peuples pour la paix. C'est ça, c'est le titre de cette rencontre, qui était en présence aussi de la représentante de la Ligue arabe, Inès Mekawi, qui a été honorée à l'occasion. D'ailleurs, on l'avait vu à l'écran avec son Excellence Mohamed Khalifi. Donc ça, c'est dit. On va peut-être à Strasbourg, où il y a eu l'inauguration d'une exposition de notre ami Kamel Louafi, le paysagiste, le Jnaini, comme il aime qu'on l'appelle, le Jnaini. Donc une exposition consacrée au voyage des arabesques. Donc ça va être les jardins méditerranéens, qui a été inauguré, donc je disais, le 12 novembre dernier, avec une conférence le 13 novembre animée par notre ami Kamel Louafi. Donc elle se poursuit jusqu'au 6 décembre. On va vers une association qu'on a reçue souvent ici, nos amis de l'association Diaspora, qui seront à partir de demain à Tlemcen, à l'université de Tlemcen, donc qui vont consacrer une semaine de l'entrepreneuriat Diaspora, qui est en partenariat avec le CREA, donc le Conseil du renouveau économique algérien, qui vont prendre une journée d'entrepreneuriat pour coacher, pitcher aussi des jeunes porteurs de projets de l'université de Tlemcen. Donc il sera question d'ateliers pratiques dédiés au développement de projets et de sessions de pitch. On ira aussi... En parlant de start-up, il y aura aussi la conférence africaine bientôt, tout à fait. Exactement. Il y a d'ailleurs des porteurs de projets qui sont aussi à Silicon Valley pour assister à des ateliers là-bas. Il y aura une levée de fonds aussi qui dépasse les 1 million de... C'est le 3e groupe, je crois. C'est le 3e groupe qui fait ce voyage pour être au plus près de l'écosystème économique. Sur un levier pour les nouvelles entreprises. Ils reviennent avec Adam Green, il faut faire des start-up. Allez, on la laisse terminer, allez. On va terminer avec un extrait. Il y a eu ce week-end aussi un film, un ancien film qui a été fait sur la région de Nanterre. Très bien. On va le voir. Le bidonville de Nanterre. Vivre au paradis. Vivre au paradis, qui a été fait par Brahim Ben Aïcha. Très bien. Allez, on y va. Je vais faire venir ma famille. Je perds le visage de mes enfants. Bult. Où tu vas les mettre? Dans un appartement. Tu es déjà fou là. يكون لك اللينو والضوء والحمام يكون لك العين يكون لك المحطة بالدار. ما تخرجيش. ما تخرجش انا نجيب كل شيء في العشية. Comment elle trouve ici ta femme? Comment ça, comment elle trouve? Elle est contente, c'est tout. رنا في بزاف نجاح.
On a pu voir donc ce beau... C'est un extrait, en tout cas un extrait film. Oui, c'était un moment très émouvant. Il fait partie d'une série de documentaires et de films qui ont été programmés au Centre culturel algérien à l'occasion du 1er novembre. Et c'était en présence de l'actrice, adaptée du livre de Brahim Ben Aïcha, qui est un parent... Notre Laïla Ben Aïcha, qu'on embrasse cette matinée. Film de Boualem Guerdjou, qui est réalisé qui a été axé sur aussi les événements du 17 octobre. Et on très vite, on termine avec les belles images de cet appareil embarquement immédiat. Donc, et qui va faire son premier vol le samedi prochain, destination Montréal. Oui. On va voir un immense Airbus. Embarquement immédiat. Allez, et on termine. Voilà, c'est Air Algérie, la compagnie qui a fait l'acquisition d'un nouvel Airbus, c'est ça? Qui est exceptionnel, qui a aujourd'hui qui a cette semaine fait l'actualité. C'est vrai. Impressionnant. Voilà. On va voir peut-être les images. Ça y est, on les a vus là. Ah, ça y est, on a embarqué, on est parti, on est revenu. Voilà, merci beaucoup, Fella. Merci à toi, Amal. Merci Yazid. Et puis Yazid voulait qu'on termine avec ce beau livre, Hassiba Belmouali, une icône algérienne, Rachid Eziane, et bien sûr aux éditions Les Presses du Chelif. Voilà, un très beau livre, en tout cas petit livre. Sur l'icône Hassiba Belmouali, la yarhamha. Voilà. Merci à vous tous. Merci Yazid, merci Fella, merci aussi à Madame Gris. Merci d'avoir participé à notre émission et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir, venir chez vous carrément, vous voir comment vous travaillez. Soyez les bienvenus. Je vous remercie. J'ai fait déjà une commande. Ah ça y est, c'est déjà lancé. C'est fait. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Et on n'oublie pas, juste après le bonjour, il y a l'instant matin avec bien sûr Marie Moussaïd. Au revoir et à demain. Inch'Allah. استنقى نكتفو تميدي السنة ومغيما تغدك ورنا الفلل السنة لاس ردا تضو ودي تنكر تنريس استنقى نكتفو تميدي لتزلد يد الشكوى أين يلوى